Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission spéciale consacrée à l'anniversaire de CY Cergy Paris Université. Pour célébrer cet événement, nous allons revenir avec François Germinet, le président de l'université, sur le chemin parcouru, le chemin de cette institution qu'elle a parcouru depuis 30 ans, mais également le chemin qu'elle parcourra pour atteindre le top 200 des universités mondiales. C'est son ambition aujourd'hui. Bonjour François Germinet. Bonjour Gilbert. Alors 30 ans est toujours plein d'ambition pour cette université. Ah, ça, on s'ennuie jamais à Cergy. Et puis voilà, c'est un territoire, c'est une dynamique, c'est une envie, c'est beaucoup de passion aussi. Et puis on va regarder un petit peu dans le rétro pour voir ce qui s'est passé. Oui, et juste un mot pour dire, c'est allé très vite, on a l'impression. C'est allé très vite et en même temps, on a vraiment eu plusieurs phases, on va le voir. Et puis, ça continue d'aller assez vite, mais comme tout le monde a beaucoup d'envie, eh bien, on ne voit pas le temps passer. Alors aujourd'hui, le programme, on rappelle en quelques mots qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va entendre, écouter. Alors, on va avoir des photos qui reviennent sur certains temps forts de l'université tout au long de ces 30 années. Et puis, on va avoir quelques témoignages. On ne vous en dit pas plus, on vous laisse la surprise. Voilà, première séquence de notre émission spéciale, les fondations. Jingle. Première séquence, les fondations. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant cette université à Cergy-Pontoise ? Eh bien déjà, il y avait Cergy qui avait commencé, Cergy-Pontoise. Pontoise, une ville médiévale, et puis Cergy, un tout petit village qui est devenu une ville nouvelle. Il n'y avait rien, pas grand-chose. La préfecture et les secs. Et puis, quelques années plus tard, une jeunesse qui pousse. Et déjà, à l'époque, aujourd'hui, le Val d'Oise, département le plus jeune de France, mais déjà à l'époque, une population qui poussait. Et puis, l'idée, saugrenue, mais nous on l'aime, qu'il fallait une université dans ce territoire, une mobilisation sans précédent des élus. Et puis voilà, ça s'est fait. Et donc vous voyez les premières maquettes, les premiers dessins. Les plans, ouais. Les villes nouvelles à l'époque, c'était vraiment quelque chose. Hein. Il y en avait pas mal autour de Paris. Et l'idée de sortir une université dans ces villes nouvelles, c'était pas intuitif. Non, c'était pas intuitif. On se souvient du film d'Éric Rohmer, avec l'héroïne qui déambulait dans les rues de Cergy. Et puis une ambiance pionnière avec des associations qui essayaient de réinventer la vie. Et puis cette manière d'être pionnier, de réinventer un territoire, une vie, une société, eh bien, ça s'est transmis dans l'ADN de cette université. Alors voilà, avec les premiers plans, les chaînes, le site principal de l'université. Et puis depuis, il y en a eu d'autres. Bah oui, ça a grandi. Saint-Martin, On est là pour ça, pour célébrer comment cette université a cru. Alors vous vouliez tout d'abord rendre hommage à deux présidents, les deux premiers. Eh bien, les deux premiers, Bernard Raoult, physicien, premier président de l'université, le voilà, qui d'ailleurs revenait régulièrement à l'université à notre conseil d'orientation. Je le remercie, qui a toujours suivi avec intérêt ce qui s'est passé longtemps après. Et puis René Lasserre, germaniste. Moi, j'ai fait mes premières armes auprès de lui, j'ai appris auprès de lui. Et il a par exemple beaucoup développé l'apprentissage qui est devenu au tournant des années 2000 une des caractéristiques de cette université qui déjà à l'époque était très pragmatique. L'apprentissage, je sais que vous y êtes très attaché. Hein. C'est quelque chose que vous avez beaucoup développé. Alors comment ça s'est passé pour faire justement sortir de terre cette université ? Tout le monde s'est mobilisé ? Tout le monde s'est mobilisé, tous les acteurs. Au début, donc 91, il y avait une petite communauté universitaire qui a commencé à arriver, des professeurs d'université, des maîtres de conf, toute l'équipe administrative. Et puis tout le monde mettait la main à la pâte. Je me souviens de professeurs d'université qui disaient on tirait nous-mêmes les câbles avec d'informatique avec les ingénieurs de la direction numérique, etc. Tout le monde mettait la main dans le cambouis, tout le monde y allait, et il y avait une envie collective de construire une université, mais en même temps c'était un projet fascinant. Ouais. Ça s'est fait dans la douleur, selon vous ? Ah non, je ne crois pas. À l'huile de coude et avec beaucoup de passion. Une université qui s'est construite son propre destin, sa propre trajectoire, et avec le soutien très fort des collectivités. Oui, c'est là où je veux en venir. C'est vrai qu'il a fallu quand même le soutien des politiques et les collectivités. Ça reviendra d'ailleurs tout au long de cette émission. Les collectivités locales, les acteurs locaux ont beaucoup poussé et œuvré.
Oui, beaucoup. Pour tout l'écosystème d'enseignement supérieur et de recherche à Cergy, l'université comme les écoles, on en parlera un petit peu plus tard avec les partenaires, mais les écoles des chambres de commerce, des écoles associatives, l'ESSEC qui étaient pionnières sur le terrain, qui avaient fait le choix de partir de la rue d'Assas pour venir à Cergy. C'était pas un choix simple. Ah oui, c'était audacieux de s'excentrer loin de Paris. Alors, je vous propose d'écouter notre premier témoin parce qu'on va avoir des grands témoins qui vont intervenir durant cette émission. Et le premier, je vous laisse le lancer, je vous laisse l'annoncer. Eh bien, Thierry Coulon qui a succédé à René Lasserre. On l'écoute tout de suite. À l'époque, je travaillais pour l'université de Cergy-Pontoise. J'y ai été recruté comme professeur de mathématiques en 1992 et j'ai quitté l'université de Cergy-Pontoise en 2008. J'y ai fait une carrière de professeur des universités, c'est-à-dire que j'y ai fait beaucoup de mathématiques, de la recherche, beaucoup voyagé et organisé des séminaires à Cergy. Et puis j'y ai enseigné, j'y ai fait longtemps un cours de première année et puis des cours de master et de recherche aussi, des séminaires de recherche. Donc j'y ai fait une carrière du scientifique. Et puis c'était une université nouvelle qu'il s'agissait de construire. Et assez rapidement, je me suis trouvé, mais comme la plupart de mes collègues, absorbé dans les affaires collectives, dans la construction d'une nouvelle institution. Et j'y ai occupé plusieurs fonctions. Je me souviens de chargé de mission culture. On avait ce qu'on appelait un comité scientifique, qui n'était pas encore un conseil scientifique. Donc j'ai été le premier élu d'ailleurs de l'université, parce qu'à l'époque, c'était un administrateur provisoire nommé. Je me suis occupé du comité scientifique de l'université, qui consistait à essayer de construire de la recherche dans cette institution nouvelle. Et puis en 2004, j'ai été élu président de l'université de Cergy-Pontoise. Alors d'abord, avant d'être président, il faut être élu. Pour être élu, il faut d'abord avoir recueilli la confiance de la communauté et puis avoir beaucoup parlé, beaucoup interagi. Et moi, le souvenir profond que je garde de Cergy, il n'est pas lié à cette époque terminale qu'est la présidence. C'est une longue période. D'abord, de cette période, je retiens Cergy en tant que tel, en tant que lieu. En tant que lieu qu'on voit comme un univers urbain un peu désincarné, moi je fais partie des amoureux de Cergy, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit d'une communauté scientifique et d'une communauté qui se réunissait dans ce lieu parce qu'elle avait envie de faire quelque chose, elle avait envie de construire et elle n'était pas prise dans des conflits anciens et rassis. Et donc je retiens surtout, et d'abord, des ouvertures intellectuelles. Les économistes, les matheux, et les géologues et ceux qui s'intéressent aux sciences de la Terre ont fait sans doute à Cergy des choses qu'ils n'auraient pas fait dans d'autres institutions. Je veux dire, les choix intellectuels et scientifiques qu'ils ont faits. Mais aussi en matière de formation, vous aviez une UFR, une ancienne faculté, mais aujourd'hui ça s'appelle les UFR, de lettres, dont les diplômes phares étaient chef de projet européen, ou bien édition. Donc il y avait à la fois un intérêt pour la recherche de très haut niveau, et puis pour la professionnalisation. Et un IUT, il y avait des diplômes qu'on appelait des IUP, qui étaient très professionnalisants, et on ne voyait pas de contradiction entre la professionnalisation et le développement de la recherche, pas plus qu'on ne voyait de contradiction entre le fait d'être ancré dans le territoire, de parler avec les entreprises locales, avec les collectivités, et d'avoir un rayonnement international. Donc de tout ça, je retiens des expériences de communauté. Il se trouve que ces années 2004-2008, c'est le moment où la LRU se prépare et est adoptée et entre en vigueur. C'est le moment où nous passons aux responsabilités et compétences élargies. Ça a l'air affreusement technocratique, mais ça veut dire que Cergy a été une des universités qui ont servi de cobaye pour le passage à ce qu'on appelle l'autonomie, qui est une forme d'autonomie, je vous rassure, assez limitée, et sans doute trop limitée pour les universités françaises, mais c'est un autre sujet. En tout cas, effectivement, il se trouve que j'ai exercé la présidence au moment où il y avait cette actualité politique. Mais moi, je me vois plutôt comme dans une
comme dans une chaîne de présidents qui ont été portés, qui ont à la fois su incarner le projet, mais qui ont été portés par leur communauté. Je voudrais d'abord rendre un grand hommage à Bernard Raoult, qui a été le fondateur de cette université, et aussi d'une certaine manière qui a su, parce que c'était un point important, nourrir des talents qui à leur tour, ont été aux manettes. Et René Lasserre, moi-même, Françoise Moulin-Civil, François Germinet, c'est juste une chaîne. Anne-Sophie Barthez a aussi occupé des fonctions importantes puisqu'elle a présidé la Commu, qui était l'alliance autour de l'université. Une des fiertés de Cergy, mais je crois que personne ne peut se l'attribuer à titre personnel, c'est d'avoir été une pépinière de talents, mais aussi de gens qui entretenaient avec le collectif universitaire une relation à la fois dynamique et sereine. Je suis très admiratif de ce que François Germinet a réussi à faire. Il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels j'avais buté et sur lesquels il a réussi à progresser, en particulier le lien avec les écoles, savoir fédérer autour de la nouvelle institution tout un ensemble d'écoles, c'est une grande réussite. Et les relations avec l'ESSEC aussi, voilà, tout ça ce sont des succès. L'idée d'un campus international, l'idée d'ancrer la vie étudiante à Cergy, de rayonner avec des universités étrangères. Je ne suis plus de très près les choses, mais je sais qu'il y avait des relations très fortes avec Warwick à une époque. Une université européenne a été construite. Tout ça, ce sont de grandes et belles réalisations. Au fond, François et son équipe actuellement ont une espèce de dynamisme qui me bluffe. Et donc, je vais m'y faire à ce nom et je suis sûr qu'il va s'ancrer. Le grand message, c'est arriver à ancrer une ambition universitaire internationale dans un territoire et s'attacher à l'image de ce territoire. On a cru, à l'époque, qu'on allait transformer le système. C'est-à-dire que c'était par les marges, par la périphérie, d'une certaine manière des institutions comme Cergy-Pontoise ou Marne-la-Vallée ont contribué à transformer le système. Elles ne l'ont pas transformé seules. Et les universités plus anciennement installées se sont elles aussi transformées d'une manière absolument sidérante. Il y a sans doute dans la phase actuelle une caractéristique qu'une maison comme Cergy-Pontoise porte et peut apporter au système, c'est cet effet de communauté qui est très important et d'engagement. Je réinsiste là-dessus et vous parliez d'une anecdote, en voici une. Un vendredi soir, à l'époque où je n'étais pas encore président, j'étais simplement un type qui travaillait beaucoup dans son département. Je pars, ce que je croyais être tard à l'époque. Ensuite, j'ai compris ce que c'était que de partir très très tard. Et j'ai croisé une administrative de l'UFR de sciences. Et je lui dis, mais Dominique, mais qu'est-ce que vous faites là encore? Elle me dit, je vous rassure, quand je travaillais à l'IUT de Bip Bip, je ne faisais rien. Mais là, ça m'intéresse. Voilà pourquoi les gens, parce que ça les intéressait, parce qu'ils construisaient quelque chose de nouveau, se sont enthousiasmés. Et je crois, on a peu parlé d'étudiants, mais pour les étudiants, ça a fait une différence. Ça fait une différence sur le parcours des jeunes du Val d'Oise, c'est-à-dire de la ruralité du Vexin, mais aussi des quartiers de Cergy-Saint-Christophe. Ça fait une vraie différence. On a vu des gens accéder aux études de langue, de lettres, de droit, de sciences, dont les parents n'avaient certainement pas accédé à l'enseignement supérieur. Et ça, c'est extraordinairement important. J'ai beaucoup de souvenirs humains et je pourrais citer beaucoup de collègues enseignants-chercheurs, de collègues administratifs avec lesquels nous avons eu des conflits, nous avons résolu ces conflits, nous avons construit des choses. Deux souvenirs qui me reviennent, ou deux choses qui me frappent. La première, c'est que le bureau du président de l'université de Cergy-Pontoise, je voudrais faire un peu de publicité, est le plus beau bureau que j'ai jamais eu dans ma carrière, et j'ai pourtant fréquenté certains lieux prestigieux. C'est un lieu où on a envie de travailler. Et puis une deuxième chose, c'est que encore aujourd'hui, il m'arrive sur LinkedIn de recevoir un message d'un ancien étudiant qui me dit ce que mon cours à l'époque lui avait apporté, et ça me fait un grand plaisir. Et je crois que ce n'est pas une caractéristique personnelle, mais c'est une caractéristique de beaucoup d'enseignants de Cergy qui se sont engagés auprès des étudiants. Continuez à nous surprendre.
Faut-il dire bon anniversaire CY Cergy Paris Université ou Happy Birthday? On va dire bon anniversaire. Voilà, on a entendu Thierry Coulon. On rappelle qu'il est mathématicien comme vous, hein, d'ailleurs, on l'a entendu en parler. Nobody's perfect. Nobody's perfect, oui. Gilbert. Et aujourd'hui, donc, il évalue la recherche et la science en France, sacré job. Alors, on va passer à la seconde séquence, si vous êtes d'accord, la consolidation. Alors le projet commence à prendre forme à Cergy-Pontoise, sur le territoire de cette banlieue lointaine hein, de Paris. Quelles étaient les ambitions et quelles étaient les premières étapes qui ont été franchies pour parvenir à l'université? L'université avait une première poussée de croissance. On était arrivé aux alentours des 12 000, 13 000 étudiants à peu près. Et puis en 2006-2007, il y a eu un tournant. Deux éléments très importants dans la vie de l'université. L'autonomie, Thierry Coulon en a parlé. On faisait partie des tout premiers à être candidats à l'autonomie parce qu'on considérait que nous étions nous-mêmes notre meilleur avocat et que plus nous avions en main les cartes pour nous développer, eh bien, plus on pourrait s'en servir. Donc, du coup, l'autonomie, le passage aux compétences élargies, et puis 2007 également, l'arrivée de l'IUFM comme nouvelle composante de l'université. C'était une composante qui était très importante. On a fait un bond de 13 000 à 18 000 étudiants à l'époque, et puis après il y a eu des fluctuations d'étudiants, mais c'était un bond clair vers le statut d'université de taille moyenne, alors qu'on était plutôt une petite université à l'époque. Et puis une extension très forte au-delà du Val d'Oise, puisque nous avons eu des sites dans les Yvelines, dans les Hauts-de-Seine, dans l'Essonne. Donc du coup, un déploiement de l'université sur tout l'ouest francilien, et ça a marqué une nouvelle étape extrêmement importante. Là encore, tous les acteurs du territoire étaient derrière. Là, ils sentaient le projet monter. Est-ce qu'il y avait une vraie envie? Alors, il y a toujours eu de l'envie à Cergy, hein, c'est ce qui nous caractérise, du dynamisme, de l'envie, la volonté de marquer son positionnement en Île-de-France, qui est un paysage à la fois riche mais aussi relativement compétitif, et puis l'envie de toujours offrir plus à nos étudiants. C'est à peu près l'époque où, avec Anne-Sophie Barthez, on a pu, et Françoise Moulin-Civil, on a pu développer la fondation et puis également les cérémonies de remise des diplômes. On a commencé à peu près à ce moment-là, qui est devenu un moment absolument incroyable dans la vie de l'université. C'est le moment le plus émouvant de toute la vie de l'université que cette cérémonie de remise des diplômes. Est-ce que c'était une revanche de la banlieue sur Paris? Alors, on ne l'a jamais vécu comme ça, on a toujours frayé notre chemin, on n'a jamais cherché à prendre la place des autres, mais simplement à prendre notre place, mais pleinement notre place. Pleinement votre place. On n'est pas revanchards, nous on trace devant. On va écouter une ancienne présidente, Françoise Moulin-Civil, qui était présidente et qui est évidemment professeure des universités, qui travaille aujourd'hui à la DGCIP, conseillère auprès de la DGCIP. On l'écoute tout de suite. Cette université, elle est tout le temps en train de se réinventer, d'innover, de sortir des sentiers battus. Moi, elle me surprend chaque jour. J'y suis rentrée en 2004 comme professeure des universités. En 2006, j'étais directrice de l'UFR Langue. En 2008, j'ai été élue présidente de l'université. Alors, c'était l'université de Cergy-Pontoise à ce moment-là. Et j'y suis revenue après 6 années de rectrice de l'Académie de Lyon. Je suis revenue comme directrice du collège doctoral. Et je suis partie le 1er septembre 2020 comme professeure émérite. Donc, j'y suis encore un petit peu. Mon action de présidente, je crois, a été marquée par
un grand souci, une grande préoccupation d'ouverture de cette université. Alors, sur l'ouest francilien, ça a été un de nos premiers choix vers l'université de Versailles-Saint-Quentin, mais aussi sur les collectivités territoriales avec qui nous travaillons évidemment beaucoup. Et puis, c'est le moment où on avait gagné quand même un certain LABEX, Patrima, et donc où on a travaillé avec le musée du Louvre, avec l'école du paysage, l'école d'architecture, et je crois que ça a été un grand moment. Quand j'ai pris mes fonctions de présidente en septembre 2008, 3 mois après, nous accédions à l'autonomie. L'autonomie, c'était vraiment accéder à de nouveaux outils de développement. On a créé une fondation, on a évidemment beaucoup travaillé à l'interne, on s'est beaucoup professionnalisé pour internaliser des choses qu'avant le ministère faisait pour nous. Ça a été aussi un challenge à l'externe et un vrai travail collectif s'est engagé avec les 17 autres présidents d'universités qui ont accédé à l'autonomie au 1er janvier 2009. Donc on était les 18 pionnières dans ce champ-là. Vous savez, ces 30 premières années vraiment de Cergy, il y a eu le temps des bâtisseurs, si je peux le dire de cette façon-là. Donc ça a été les 20 premières années. Donc moi je suis arrivée en 2008. L'université était née en 1991, comme les autres universités nouvelles d'Île-de-France. Donc on a dû se créer un ADN tout à fait spécifique parce qu'on est né pratiquement de rien. Il faut se souvenir qu'on avait deux défis. Désengorger les universités de Paris intramuros, mais aussi répondre très fortement à une demande sociale et territoriale. Eh bien, je crois que les universités nouvelles, et Cergy en particulier, s'est construite avec cet ADN tout à fait spécial. Je ne sais pas si c'est une anecdote que je vais vous raconter. Ça tient peut-être en une seule question. Quelle est l'université en France, ou peut-être dans le monde, mais on va rester sur le territoire national, quelle est l'université qui confierait la présidence à une professeure qui est arrivée juste 4 ans avant. Donc j'étais toute nouvelle à Cergy, je ne connaissais évidemment pas toutes les composantes, j'étais directrice de l'UFR Langue, certes, mais donc il m'a fallu pendant 1 mois de campagne vraiment aller à la rencontre de mes collègues pour finalement être élue in fine. J'espère que, effectivement, CY Cergy Paris Université a une longue vie devant elle. C'est une université qui toujours se réinvente. Regardez, elle vient de bousculer les choses en changeant de nom. Passer d'Université de Cergy-Pontoise à CY Cergy Paris Université, il fallait oser le faire. Les composantes de cette université sont aussi en train de repousser leurs limites. Alors moi, ce que je souhaite à CY Cergy Université pour les 30 années ou pour les 100 années à venir, eh bien, c'est de continuer à innover, à s'ouvrir à de nouveaux partenariats, à continuer à se réinventer, finalement à rester cette université décomplexée, cette université pionnière à laquelle, et je tiens à le dire, je suis extrêmement fière d'appartenir. Avant de dire un mot sur François Germinet, je veux rappeler quand même que cette université a été portée par de vrais bâtisseurs. Et je ne voudrais pas oublier Thierry Coulon qui, juste avant moi, c'est lui qui a préparé l'autonomie. Et bien sûr, François Germinet qui, aujourd'hui, porte cette université avec l'énergie, l'intelligence qu'on lui connaît. Et j'espère vraiment que, voilà, il continuera cette tâche qu'il a entreprise avec tant d'intelligence. Il me reste à souhaiter un très très bon anniversaire à CY Cergy Paris Université. Voilà Françoise Moulin-Civil qui nous a fait partager sa bonne humeur, son entrain, celle qui a porté l'université il y a déjà plus de 10 ans, on peut le dire comme ça. Et on va passer à la 3e séquence. Je vous propose tout de suite d'aborder la séquence partenaire. Alors évidemment, ce qui fait l'ADN de l'université, ce sont les partenariats, les alliances plus exactement. Et c'est vrai que cette université ne serait pas là où elle en serait aujourd'hui sans cette volonté que vous avez voulu de construire autour de vous une série d'alliances, une série d'associations avec d'autres établissements.
Ouais, alors très tôt, avec les établissements d'enseignement supérieur de Cergy, s'est créé une alliance, un club, une association qui est devenue un press à l'époque. Les noms ont évolué, mais la volonté de travailler ensemble a toujours été présente. Thierry Collomb avait lancé l'affaire à peu près en 2007, et puis Françoise Moulin-Civil nous a permis de continuer à nous développer sur l'Ouest francilien, puisqu'elle a amorcé un travail de rapprochement très intéressant avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Ça a donné un press à l'époque, Université UPGO, voilà, Paris Grand Ouest, et ça a permis par exemple de créer ensemble avec cette Université de Versailles Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, et puis une belle histoire autour du patrimoine, le Labex Patrima dont Françoise parlait, et puis depuis une fondation pour les sciences du patrimoine et beaucoup de belles aventures avec le musée du Louvre, avec le château de Versailles, etc. Elle en a parlé, Françoise Moulin-Civil, et c'est vrai que ces alliances, c'est vraiment la spécificité, on a envie de dire, de l'université. Alors cette alliance public-privé, université-école, c'est une spécificité de cette université. Certainement que c'est l'environnement le plus bigarré, mais innovant. C'est un laboratoire, voilà, au fond. Mais tout le monde en se serrant les coudes et comprenant que nous sommes tous dans le même bateau. Voilà, vous voyez, aujourd'hui, on représente à peu près 45 000 étudiants, tous ensemble, ce qui n'est pas rien. Ouais. Et on a conscience que chacun de notre côté, on reste petit et que le territoire doit continuer à se mobiliser, et l'ensemble de ses acteurs, y compris avec les entreprises. Alors c'est compliqué, ça a été un chemin de croix, si je puis dire. C'était difficile d'associer tous ces partenaires. Et est-ce que ça va continuer ? Non, je ne dirais pas que ça a été difficile parce que c'était d'une évidence pour tout le monde. Et après, y compris dans les plus prestigieux, c'est ça l'enjeu aussi. Y compris avec les SEC, puisque voilà, mais on ne dévoile pas tout de suite, mais on aura une petite surprise à la fin. Mais voilà, l'université et les SEC, deux acteurs majeurs du territoire, un peu le couple franco-allemand du territoire et de l'ESR. Et donc fatalement, on devait marcher ensemble. Beaucoup de choses se sont développées sur les masters, des passerelles, doctorats. Et puis, on le verra un petit peu plus tard, l'initiative d'excellence. Ouais. Ça va continuer, cette stratégie d'alliance pour vous ? Ah ben maintenant, elle est ancrée dans l'ADN de nos stratégies. Ça veut dire que vous annoncez des choses ou il y a plein de projets en cours ? Alors, j'annonce rien qui ne soit déjà réalisé et comme vous le savez, on est en train de passer devant le jury international pour consolider, pérenniser notre initiative d'excellence. On y croit, on a travaillé pour. Alors, je vous propose d'écouter celle qui a dirigé la Commu, Paris-Seine, où était évidemment, où l'université de Cergy-Pontoise était un des acteurs majeurs. Vous la connaissez bien. Anne-Sophie. Anne-Sophie Barthez, qui est directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la DGCIP. On l'écoute tout de suite. Alors, une jeune université, c'est vrai, mais quand même une université désormais qui a tout d'une grande. Une université qui est née dans un territoire innovant, un territoire qui a osé, une université qui ose depuis 30 ans et qui désormais réussit. Et comme toutes les plus grandes universités en France, c'est désormais à l'international. Au sein de l'université, j'ai été plusieurs fois vice-présidente avec Thierry Collomb, Françoise Moulin-Civil, puis François Germinet. Et puis j'ai présidé la Commu, c'est-à-dire un regroupement d'établissements, une université et toutes ces belles écoles qui sont à Cergy, et puis pas seulement d'ailleurs à Cergy, également à Versailles et ailleurs. Je garde un souvenir de franche camaraderie, de rire, de beaucoup de travail et de transformation. De transformation parce que c'est une université qui a cette particularité de nous permettre de faire. Quelqu'un a une idée, quelqu'un veut faire, eh bien cette université, ses équipes vous mettent en capacité de faire.
Il y a eu la réforme sur l'autonomie des universités. Il y a vraiment un avant et un après, pas simplement à Cergy, mais Cergy, cette université s'en est emparée peut-être davantage et plus rapidement que d'autres. Il y a eu ensuite les grandes avancées, j'en vois deux majeures et qui ne sont pas achevées. La première, c'est celle du campus international dont on est en train de poursuivre le déploiement dans cette ville nouvelle, avec tous les établissements qui y sont présents. Et puis, il y a évidemment les labellisations, j'emploie le pluriel désormais, puisque cette université va de succès en succès, les labellisations issues du PIA et ce nouvel établissement, CY Université Paris-Cergy. Ça dit beaucoup de choses, hein. C'est à la fois Cergy, mais c'est à la fois une université parisienne. Et je dois dire que grâce à ce campus international et à ces labellisations, cette université n'a que 30 ans, mais pour moi, elle a gagné 20 ans en très peu d'années. Quand on a été récompensé dans le cadre de ces initiatives d'excellence, c'était un label ICIT pour cette université et les écoles qui l'entourent. C'était un sentiment évidemment de fierté, de très grande joie parce qu'on avait été nombreux à y travailler, c'était toute une équipe qui était récompensée, mais surtout, c'était la petite satisfaction rieuse d'avoir gagné alors que personne ne misait sur nous. Une anecdote qui était assez marquante et assez drôle rétrospectivement, nous nous sommes rendus avec François Germinet et Jean-Michel Blanquer d'ailleurs à la DGCIP, dans le bureau de la directrice générale à l'époque, pour leur proposer et leur présenter cette nouvelle ambition avec une université de grandes et belles écoles, du public, du privé, ce qui se trouvait franchement pas tellement ailleurs. Et lorsqu'on a présenté ça, alors qu'on venait de vivre des difficultés institutionnelles, une université qui avait quitté le projet, etc., la directrice générale m'a dit à la fin du rendez-vous, écoutez, est-ce que vous pouvez rester 2 minutes avec moi? Donc je reste seule et elle me dit, écoutez, je ne voulais pas le dire devant tout le monde, mais enfin, désormais, votre projet, vraiment, il ne tient plus la route, vous êtes trop peu nombreux, donc on va mettre fin à ce projet et puis vous allez nous rendre l'argent que l'on vous a donné pour ce projet également. Alors je lui ai demandé, j'ai été évidemment très surprise et puis je lui ai dit, écoutez, donnez-nous 1 mois pour qu'on revienne avec quelque chose de plus convaincant encore, de plus concret encore. C'est ce que l'on a fait. Elle a misé sur nous, elle a parié sur nous. Je ne sais pas si elle était beaucoup plus convaincue 4 semaines après, mais elle a accepté de jouer le jeu et le résultat aujourd'hui est là. Pour les 30 ans à venir, je souhaite que cette université continue à être différente, continue à inventer un modèle qui, sincèrement, n'existe pas ailleurs et mes fonctions actuelles me permettent vraiment de l'attester. Hein. Évidemment, quand on est au cœur du projet, on le pense et on le dit, mais là, voilà, je peux le dire. Ce qu'a fait François, ses équipes actuelles, précédentes, etc., n'existe nulle part ailleurs. Et où que ce soit dans mes déplacements en France, au ministère, etc., eh bien, on cite toujours cette université comme une université qui ne ressemble à aucune autre et qui réussit désormais systématiquement. La difficulté, c'est qu'elle ne crée plus la surprise lorsqu'elle réussit. Elle crée la surprise quand, bizarrement, il y a quelque chose qui lui échappe. Mais donc, il faut qu'elle continue dans cette voie, celle d'oser, celle de se différencier et celle surtout donc de ne ressembler à aucune autre. Je souhaite un immense et merveilleux anniversaire, surtout très joyeux, très joyeux, à l'Université de Cergy-Pontoise et à ses équipes que j'aime tant, elles le savent j'espère, que j'ai quittées avec plus qu'un pincement au cœur et auquel je pense sincèrement tous les jours ou presque. Voilà, je vous embrasse tous très fort. On a écouté Anne-Sophie Barter, c'est incroyable cette anecdote. Hein. Vous vous êtes fait retoquer avec votre projet à la DGCIP. Elle ne savait peut-être pas qu'elle serait DGCIP elle-même, mais c'est fou. C'est le projet de commu. Ouais. On venait de divorcer à l'amiable avec l'université de Versailles. Et puis, je pense que la DGCIP se disait, mais ces pauvres petits Cergissois tout seuls dans leur coin, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir les pauvres? C'est vrai. Voilà. On a l'impression que vous aviez une ambition folle, une énergie folle, mais ce n'était pas compris tout à fait. Il fallait comprendre que Cergy, c'était beaucoup d'énergie, mais aussi un territoire qui était uni. Et on ne se voyait pas, par exemple, partir avec Nanterre ou Saint-Denis en plantant en rase campagne les autres écoles. Voilà. Pour nous, nous étions une équipe et on ne pouvait pas partir sans notre équipe. Ne jamais rien lâcher, comme on dit dans le sport, hein. C'était un peu l'esprit qui vous animait. Tout de suite, la dernière séquence de notre émission spéciale, le temps de la reconnaissance internationale.
La reconnaissance internationale, tout le monde aspire à cette reconnaissance internationale et une quête d'excellence en matière de recherche, c'est aussi votre combat, j'ai envie de dire, aller vers l'excellence en matière de recherche, mais aussi des alliances fortes au niveau planétaire. Oui, absolument. Et puis ça a commencé déjà depuis le tout début de l'université, mais au moment de la consolidation, j'aurais pu le dire tout à l'heure, une idée saugrenue d'un certain Thierry Coulon. On regarde des images là quand même. Voilà, Ouais. avec, on y était. C'est la maison de la recherche, c'est ça, inaugurée par Valérie Pécresse en tant que présidente de la région. Voilà, une idée saugrenue de se dire un institut d'études avancées, Cergy le vaut bien. Et ça en a étonné plus d'un. Et l'État et la région nous ont fait confiance à l'époque pour créer cette maison internationale de la recherche, cet institut d'études avancées que Thierry Coulon a imaginé, que Françoise Moulin-Civil a porté et puis que Anne-Sophie Barthez a quasiment réalisé puisque toutes ces réflexions, les choix, ces bâtiments, ça lui doit beaucoup. C'est facile d'expliquer ce qu'est l'université de Cergy-Pontoise. Alors, CY Cergy Paris Université à l'étranger. Alors, c'est facile. C'était compliqué il y a quelques années, lorsque il fallait énumérer la longue liste de toutes nos composantes, de tous nos laboratoires, de toutes les écoles qui étaient associées dans la commu ou l'Alliance. Aujourd'hui, avec la restructuration en un collège undergraduate et puis 5 graduate schools, ça simplifie beaucoup les choses. Et puis du coup, les partenaires internationaux comprennent immédiatement quels sont nos points forts et comment nous sommes structurés. Alors, on voit quelques images d'illustration, des robots, il y a quelques laboratoires d'excellence aussi, c'est tout cela. Hein, laboratoire d'excellence, plateforme technologique avec du matériel de pointe, et puis des instituts interdisciplinaires sur les humanités numériques, des écoles doctorales qui se développent, aujourd'hui 5 écoles doctorales. On a vu tout à l'heure la photo de CY Tech, la grande école de sciences, ingénierie, économie, gestion, design, qui est également un des fleurons, des produits de l'initiative d'excellence et qui aujourd'hui porte haut, mais avec les 5 autres graduate schools, les 4 autres graduate schools, les couleurs de CY. Un marqueur fort pour l'ouverture internationale de l'université, c'était la signature avec le consortium, comme on a Utopia, qui rassemble des partenaires internationaux. Alors effectivement, on a défini une stratégie très claire Europe, Afrique, Asie, et puis en Europe, vous les voyez, les universités, 9 autres universités à nos côtés pour former le club des 10 d'Utopia, avec des universités de l'Est, du Nord, du Sud, etc. Et on n'est pas peu fiers, c'était où cette signature ? de faire partie de ce club-là et d'être finalement un des fondateurs, puisque on avait commencé avec Warwick et la VUB à Bruxelles, et puis petit à petit on a élargi comme une perle qui grossit petit à petit. On s'est élargi et ça c'était à l'ambassade d'Italie de Bruxelles. Oui. Voilà, comme ça, c'est United Color of Europe. Voilà, et on est très fiers d'avoir des rectrices femmes. Oui, bien sûr, c'est important et le chemin est encore long et je sais que vous y travaillez. Un mot juste, je ne suis pas revenu dessus, Thierry Coulon, il a dit le plus beau bureau des présidents d'université, c'est le vôtre, pourquoi ? Alors c'est un bureau ovale, c'est amusant, donc, et puis avec une belle table pour travailler, une belle table de réunion et une ambiance assez chaleureuse. C'est vrai qu'on prend plaisir à y travailler. Je vous propose, vous avez parlé de surprise pour conclure cette émission, je vous laisse annoncer notre dernier invité. Notre dernier invité, c'est Jean-Michel Blanquer, qui était à l'époque président-directeur général de l'ESSEC et avec lequel on a imaginé cette initiative d'excellence. On a imaginé une université à la fois publique, privée, université, école, main dans la main, pour porter les ambitions d'un territoire et pour la jeunesse. On l'écoute tout de suite, Jean-Michel Blanquer.
C'est un regard extrêmement optimiste. Je pense que le CY, c'est une université qui a beaucoup d'avenir, précisément parce qu'elle est jeune, elle a du tonus, et parce que sa souplesse, son sens de l'adaptation peut lui permettre de correspondre à ce que peut être une université dans le monde du XXIe siècle, c'est-à-dire un lieu de recherche et de transmission de connaissances, en étant intéressé à tout ce qui évolue dans le monde, que ce soit sur le plan technologique ou sur le plan des sciences humaines. Et donc je pense qu'il y a de très grands atouts. En plus, être une université de l'ère parisienne avec de l'espace et de la capacité d'adaptation, cela représente des atouts très importants à mon avis. J'étais directeur de l'ESSEC quand toute cette aventure a commencé, et comme souvent ce sont aussi des histoires d'hommes et de femmes, hein, et c'est vrai qu'il y avait une très bonne entente personnelle avec les acteurs de l'enseignement supérieur de Cergy-Pontoise. Il y avait François Germinet évidemment comme président de l'université, mais aussi toute une série d'autres personnes comme Anne-Sophie Barthès qui s'occupait justement de ce qu'on appelait la commu, et puis bien d'autres, ceux qui travaillaient avec moi à l'ESSEC comme l'actuel directeur, Vincenzo Vinzi. Il y avait évidemment le fondateur et directeur de l'EISTI, c'est-à-dire Nessim Fins. Autant de gens à la fois très compétents et très sympathiques. Et donc nous avions une capacité à nous réunir sur des projets. Et à un moment donné, il nous a semblé tout à fait innovant et plein de potentiel pour nos étudiants et pour l'avenir, que d'articuler ensemble nos institutions pour présenter un projet qu'on appelle d'initiative d'excellence, c'est-à-dire des projets qui nous permettent de tirer le parti de ce qu'il y avait de meilleur chez chacun d'entre nous, par exemple les mathématiques dans l'université de Cergy, beaucoup de domaines dans l'université dans l'ESSEC ou dans d'autres, ou dans l'EISTI, enfin dans chacun des membres, et puis de réussir à mettre ça ensemble pour un projet d'excellence pour l'avenir, mais aussi avoir un projet physique. Cergy avait besoin de revoir sa vision du campus. Ce qui me frappait depuis le début, c'est que finalement c'était une ville nouvelle, fondée il y a plus d'un demi-siècle, et qu'à l'époque n'avait peut-être pas pleinement tiré parti d'être sur un terrain vierge. Oui, parce que je pense que c'est encore une fois une alliance sur le plan matériel, sur le plan immatériel. Sur le plan matériel, c'est l'effet campus. Le territoire de Cergy est plein de potentiel, et les constructions des décennies antérieures parfois ont un peu masqué ce potentiel. Et donc en ayant une vision partagée avec les autres acteurs du territoire, notamment les collectivités locales, mais aussi les entreprises, les acteurs, on voyait bien qu'on pouvait faire beaucoup mieux en termes d'équipements sportifs, en termes d'accès aux fleuves, en termes d'accès aux lacs, bref, de créer un effet campus positif pour nos étudiants en particulier. Et puis le potentiel, il est aussi évidemment encore plus immatériel quand on voit des compétences très fortes qui parfois ne sont pas suffisamment mises en valeur parce que tout est trop mélangé et aggloméré, alors qu'on a besoin de mettre en valeur les pépites de compétences qui existent sur ce territoire. Bon, je garde un très bon souvenir de la collaboration. Ces projets ne marchent que quand il y a un esprit d'équipe, il y a une confiance. Et donc je me souviens que tous les projets que nous avions à monter étaient assez techniques en fait. Il fallait monter des dossiers complexes pour avancer, et pour cela travailler à plusieurs, ce qui suppose à la fois de se faire confiance et puis d'avoir une complémentarité des compétences. J'avais beaucoup d'amitié pour les personnes qui étaient engagées, et évidemment c'est très important, parce que quand on voit parfois dans l'expérience qu'on peut avoir sur différents territoires, le fait que parfois il y a des petites compétitions, des guéguerres, tout ceci freine. Quand on réussit à se faire confiance, on avance beaucoup plus vite. Nous avons été très actifs sur le plan international d'emblée. Nous avions des réseaux internationaux importants, par exemple l'ESSEC en Asie, à Singapour en particulier, et dans d'autres parties du monde, et puis en Angleterre. Et donc à un moment donné, j'ai fait une visite à Oxford, et nous avons parlé d'aller aussi loin que possible dans la capacité à avoir une existence physique chez les uns et chez les autres, donc une entité de CY à Oxford, et pourquoi pas une implantation d'Oxford au bord de notre fleuve. Et je trouvais que ça avait beaucoup d'intérêt pour nos amis anglais d'arriver à réussir
à s'implanter physiquement et vice-versa. Et donc les discussions ont permis d'avancer sur ce sujet. Il y avait un journaliste à qui nous avions parlé de ses perspectives et il a un petit peu anticipé sur les résultats, ce qui fait qu'il a fait un titre très fort pour dire que Oxford allait rompre avec 800 ans de tradition pour aller s'installer sur le continent. Donc c'était un peu prématuré, ça a un petit peu étonné, mais ça a laissé, je pense, un souvenir d'ambition et puis des relations de travail qui ont toujours de l'importance. Pour CY Cergy Paris Université, je souhaite évidemment un 21e siècle de conquête. C'est une université qui en a tout à fait les moyens, de par toutes ses caractéristiques. Je lui souhaite d'être à la pointe des progrès scientifiques et technologiques, mais aussi des grands défis humains de notre époque. Et de savoir, par l'excellence dans plusieurs disciplines, relier tous ces éléments et pouvoir se projeter dans le monde. C'est tout à fait possible aujourd'hui pour une entité de cette nature. Bon anniversaire CY, bon anniversaire Cergy Paris Université, bon anniversaire à tous nos étudiants pour qui nous travaillons toujours en ayant envie qu'ils aient un bel avenir construit par eux. François Germinet, un mot sur ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer. C'était, comme il a pu le dire, de la confiance mutuelle pour pouvoir avancer, beaucoup d'envie, une vision pour le territoire. Quand il est arrivé, il a tout de suite vu ce que les autres n'avaient pas forcément vu à l'époque, c'est-à-dire le potentiel de verdure et puis la présence de l'Oise, la Seine pas loin, qui avait un potentiel d'attractivité extrêmement fort et qui était négligé jusqu'à maintenant. D'où le projet d'un campus international. On travaille à 1 milliard d'euros d'investissement entre 2015 et 2030 sur cette partie du territoire et on est à la moitié déjà. Ouais. C'est un vrai partenaire. Hein. Quand on l'a rencontré, Jean-Michel Blanquer, il était extrêmement motivé pour rassembler tous les acteurs. Oui, très motivé. Il a toujours eu conscience de l'intérêt de mobiliser les énergies les unes avec les autres et pas les unes contre les autres. Il voyait bien l'intérêt d'un partenariat fort entre l'université et l'ESSEC. Et puis voilà, la belle histoire continue. Et aujourd'hui, 4 ans après le début de l'initiative d'excellence, nous avons des liens encore plus forts avec l'ESSEC, plus forts que ce qu'on aurait même pu imaginer à l'époque. En tout cas, on sent dans ces images que le ministre de l'Éducation nationale est attaché à cette université. Et c'est tant mieux. Voilà, on arrive à la fin de l'émission, François Germinet. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les 30 ans à venir ? Eh bien, de ne pas faiblir, mais en même temps, on ne faiblit pas. Et puis, encore beaucoup d'imagination, toujours avoir le souci de la jeunesse, parce que c'est pour elle qu'on travaille. Et puis, garder en tête que nous sommes un point d'équilibre entre les besoins du territoire et la dimension internationale de toute université qui se respecte. Alors, sur le site, c'est écrit noir sur blanc, 2030. Top 200 des universités mondiales. Vous nous donnez rendez-vous en 2030 et on fait le point ? Voilà, on se donne rendez-vous. On y est déjà dans certains sujets thématiques. Et puis maintenant, l'ambition, c'est d'y arriver en tant qu'université. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Bel anniversaire à l'université. Merci beaucoup François Germinet. Voilà, c'était une émission spéciale consacrée à cet anniversaire un peu spécial, on doit le dire, puisque l'université a grandi très vite, 30 ans, c'est jeune, et en même temps, c'est un sacré chemin parcouru. Merci à tous, merci François. Merci Gilbert.